Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch slash Mister Review. Et comme vous saviez d'habitude, on va partir directement crescendo, et le show auquel on va parler, c'est tout simplement TNA Total Non-Stop Action Wrestling, qui nous présente Turning Point 2025, qui s'était déroulé, si je me trompe pas, du côté de Floride le 14 novembre, donc hier. Et je sais pas quoi en penser de ce show, pour être honnête. À vrai dire, je sais pas comment qualifier de show, de meilleur show ou plutôt de show bof ou oubliable. Bref, je sais pas quoi en penser, mais voilà tout. Je crois que j'ai pas besoin de trop me justifier là-dessus, si ce n'est que je m'attaque directement à ce show et surtout au premier match. Et le premier match, c'est tout simplement un match triple threat. Ou alors three-way dance, comme on peut dire, ou match à 3. Et pour le match à 3, on a Jake Something contre The Hometown Man et contre Mance Warner, toujours accompagné par Steve Delander. Donc, certes, il n'y a pas d'histoire racontée. D'ailleurs, la plupart des matchs auxquels je vais vous citer, il n'y a pas de build-up à propos de tous les matchs auxquels je pourrais citer, à part quelques exceptions des histoires racontées qu'ils peuvent faire sur le ring. Mais je sais pas quoi vous en pensez de plus, si ce n'est que dans le premier match, on a aussi des oppositions de style. T'as le côté powerhouse, puissance brute de la part de Jake Something, t'as le underdog, The Hometown Man, et t'as le brawler extreme, donc le bagarreur extrême, Mance Warner. Donc peut-être que ça raconte quelque chose, mais le match en soi, je sais pas non plus quoi en penser, si ce n'est que on a eu des enchaînements et c'est à la fin que Jake Something s'empare de The Hometown Man pour son Bossman Slam pour la victoire. Et puis, on a la promo de Frankie Kazarian qui nous accueille dans son genre de one-man show auquel il va nous expliquer de comment il a remporté le titre du monde de la TNA. Parce que oui, flash spécial pour ceux qui n'ont pas regardé la TNA ou alors ceux qui ne regardent plus du tout et auquel je vais quand même vous expliquer, même si vous en battez complètement les steaks. Tout simplement, lorsque Mike Santana avait affronté Ryan Nemeth et qu'il est venu à bout de ce dernier lors de l'épisode d'Impact, on a eu l'intervention des mecs de NXT. Et quand j'ai vu qu'il y avait une agression, je m'étais dit, attendez un peu une minute. C'est pas les entre guillemets jobbers, ceux qui sont pas utilisés comme main eventer pour NXT. Euh, Peut-être que la plupart auront remporté la coupe héritage ou peut-être un titre par équipe. Enfin, j'en ai vraiment aucune idée. Pour moi, ils sont entre guillemets des jobbers pour moi, et qui s'était acharné sur le bras de Mike Santana. Et c'est comme ça comment Frankie Kazarian a utilisé sa coupe pour une chance au titre, alors qu'il est aussi co-détenteur avec Nick Nemeth. Et quand il a saisi la coupe pour saisir sa chance, il a eu ce qu'il voulait. Et par contre, un truc à critiquer sur Mike Santana, si tu veux correctement bien vendre la blessure que tu as au niveau du coude, au niveau du bras entier, on va dire ça comme ça, pourquoi tu utilises ta Tornado Coastline alors que tu sais très bien que tu as terriblement mal et que c'est un handicap pour l'utiliser. Et du coup, il s'est fait battre comme un débutant. Et d'ailleurs, première défense dans un show weekly et qui le perd direct. Et là, je m'étais dit, bon, je sais, il y a l'excuse il s'était fait agresser, mais de perdre contre Frankie Kazarian, je m'étais dit, non seulement il en est réussi à venir à bout de Trick Williams pour devenir champion, et il se fait quand même perdre à cause bien sûr des interventions des jobbers de NXT, comme j'aimerais les appeler.
et que il perd contre Frankie Kazarian de manière lamentable. Et je m'étais dit tout simplement, tout ça pour ça. Ouais, carrément, je m'étais dit ça forcément. Puis, il y avait la promo de Frankie Kazarian, comme je vous l'ai dit. Il se met en avant en tant que nouveau champion. Et peu importe si les gens ne sont pas contents, il leur montre à quel point il a tellement travaillé toute sa vie qu'il en est venu maintenant à ce stade de devenir champion du monde à la TNA. Et d'ailleurs, je crois, si je dis pas de bêtises, Frankie Kazarian, il fait partie des originaux de la TNA. À l'époque où ça s'appelait NWA pour National Wrestling Alliance. Et que après, je pense qu'il en est quitté pour des circuits indépendants. Mais je crois qu'il fait partie des originaux. Donc ça veut dire que ça fait tellement d'années qu'il arpente les rings de la TNA, de la Ring of Honor et j'en passe des structures auxquelles il est passé. Et le type n'est même pas récompensé. Et que maintenant, il est enfin récompensé pour ce qu'il a pu accomplir. Et bien sûr, pour encore se faire mousser, il demande au président de la TNA, Carlos Silva, qui le qualifie même du mec habillé en cosplay de Dana White, le président de l'UFC. Donc il lui dit de le reconnaître en tant que champion, c'est ce que Carlos le fait, et qu'il est honoré d'avoir la bénédiction de son patron, mais le patron ne va pas non plus lui faire que de la lèche, vu comment il va dire que on sait qu'il y a eu cette terrible agression de la part de Mike Santana et que c'est assez déplorable comme situation. Mais quelque part, il suspecte Frankie Kazarian d'avoir pu orchestrer tout ça. Et du coup, Frankie, lui, il se dit qu'il est consterné, que tout ça c'est de la diffamation, accusation sans preuve, et qu'on ne peut pas le prouver qu'il est derrière tout cela. Donc, bien sûr, euh, faut pas non plus accuser les gens à tort. Puis, il y a l'entrée de Nick Nemeth avec son frère Ryan Nemeth, qui font une promo et aussi qui nous annoncent que faut pas qu'il oublie qu'ils vont faire équipe ce soir et que j'espère qu'il a autant confiance en Kazarian que Kazarian l'a envers Nemeth. Car après qu'ils ont entre guillemets finir de faire équipe, eh bien il a dit tout simplement notre cher Dolph Ziggler qu'il allait venir pour son titre et qu'il allait nous promettre. Donc c'est sûr, Kazarian, il avait intérêt d'être sur ses positions. Donc voilà tout pour la promo. De toute façon, c'est la fin du countdown du pré-show, de toute manière. Vu comment on passe directement à la carte principale. Au match numéro 2, tout simplement. Et dans le match numéro 2, c'est pour le titre féminin des knockouts de la TNA. Avec tout simplement Kelani Jordan qui défend son titre féminin knockout contre cette fois-ci M by Elegance pour Melissa by Elegance, accompagnée par Heather by Elegance et The Personal Concierge de la team by Elegance Sister Brand. Donc la marque Élégance, les sœurs, bref, d'autres expressions comme cela. Et quand j'ai vu ce match-là, je m'étais dit, ça y est, c'est victoire de Kelani Jordan, ça se voit des kilomètres, j'ai pas besoin de voir plus loin le bout de mon nez, vu comment je connais déjà les résultats. Je pensais que ce serait une victoire si facile, mais heureusement que Kelani avait un tout petit peu galéré, vu comment Mba Elegance, elle avait quand même beaucoup à prouver, même si je trouve que elle a pas encore comment je pourrais dire la légitimité d'essayer de remporter le titre et en devenant championne par la même occasion. Après, c'est pas quelque chose d'inévitable, mais pour moi, il faut être légitime pour mériter une chance pour le titre. Et vous saviez autour de l'histoire de Kelani Jordan, vu comment elle s'est fait éjecter des vestiaires de NXT et que elle veut montrer à quel point qu'elle peut devenir une star à la TNA, donc du coup, elle préfère de montrer de la bienveillance envers la TNA qu'envers la NXT.
Vu comment NXT, ce sont que des pétasses qui aiment tout le temps se bagarrer pour un rien et qui sont toujours énervés pour pas grand-chose. Ça, bien sûr, ça c'est le booking typique que Shawn Michaels nous prépare et aussi parce que tout simplement Hunter adore ce genre de booking pourrave. Selon moi, c'est vraiment trop répétitif. Je viens, je suis fâché, je veux te casser la gueule sans aucune raison. Bref, je déteste de comment maintenant la WWE est actuellement. Ouais, parce qu'il faut dire la WWE est dans une nouvelle ère auquel maintenant on le qualifie de Ruthless Depression. Que maintenant c'est Drew McIntyre qui a lancé ce genre de tendance. Bon après c'était pas non plus le seul, il y a d'autres aussi qui ont lancé cette tendance. De toute façon, malgré qu'elle nous a montré des belles prouesses techniques, prouesses techniques, agilité, M by élégance, elle va quand même se faire battre par Kelly Jordan, qu'elle le bat avec son Spring Light et Moonsault pour la victoire. Oui, je sais, c'est pas facile de tout décrire, mais victoire de Kelly Jordan tout de même. Et puis, match numéro 3, c'est un match simple. Petite histoire, on peut dire, est-ce qu'on pourrait dire maintenant anecdotique? Parce que de toute façon, la plupart des matchs sont la plupart anecdotiques. D'ailleurs, c'est comme le Kalini Jordan et M by Elegance. Il n'y a pas d'histoire et pourtant c'est anecdotique qu'on va facilement oublier. Et pourtant, du côté des filles, faut pas non plus croire qu'elle s'est fait des amis en coulisses de la TNA, vu comment il y a aussi des catcheuses TNA qui ont une petite dent contre elle. L'air de dire, c'est ce genre de catcheuse qui aime venir pour être opportuniste. D'ailleurs, c'est comme ça comment maintenant la WWE est surnommée. Ce sont une entreprise aisément bien installée, mais qui ne peuvent pas s'empêcher d'être opportunistes pour enterrer les autres talents d'une autre structure à un autre. Et pourquoi je le dis ça? C'est ma façon de voir les choses. Parce que maintenant, quand je vois comment la WWE font ce genre de truc, je peux pas m'empêcher de dire à quel point c'est de la merde. Voilà, tout simplement. Je pensais qu'ils étaient là pour aider les structures à avoir de la bonne visibilité. Finalement, pour moi, c'est tout le contraire. Voilà, moi, c'est ma vision des choses, c'est ma façon de voir les choses, de comment je vois. Faut pas nous manipuler en disant mais non, ils vont pas faire ci, ils vont pas faire ça. Je veux rien savoir. Pour moi, ils font les choses qui, moi, me semblent complètement pas justes. Tout simplement. Comme j'ai dit, match numéro 3, match simple entre AJ Francis et BDE, donc BDE. Oui, comme j'ai dit, c'est un genre de match anecdote. Faut dire, AJ Francis, il avait fait un chokeslam sur BDE, qui est, à ce que j'ai pu entendre, un YouTuber, un streamer, bref, à mon avis, il est tout à la fois, et qui fait apparemment ses débuts officiels à la TNA. Et là, je m'étais dit, c'est moi ou ce gars-là, il ressemble pas un peu à tous les mecs qu'on voit dans le circuit indépendant? Parce il a le profil typique du type indie. Et du coup, je me dis, qu'est-ce qu'il fout là? Je le connais pas ce type, je n'ai pas envie non plus de le connaître. Un peu comme AJ Francis, mais sauf que AJ Francis, il a été à la WWE, même s'il est connu pour avoir fait un spot complètement merdique, auquel il voulait faire un topé con hero et ça s'est tourné contre lui. Oui, je parle à l'époque de Top Dollar. Et du coup, malgré qu'il nous a montré de ce qu'il pouvait faire, BDE, il voulait faire ses preuves envers quelqu'un déjà qui a quand même pas mal d'expérience que par rapport à lui. Il nous montre de ce qu'il sait faire, mais faut pas déconner, la réalité nous rattrape. Et c'est tout simplement AJ Francis qui bat BDE. Voilà, tout simplement. Donc on peut le remercier BDE d'avoir essayé de se lancer dans le catch. Mais faut pas croire que tu t'es lancé, que tu obtiens une victoire trop facilement. Parce que oui, quand on est débutant, il faut savoir apprendre à perdre. Ce qui n'est pas le cas de la WWE, parce que eux, dès qu'ils prennent un mec qui débute à peine et qui n'a jamais été dans d'autres structures, ils sont capables de le faire gagner. Hein.
Je vois du côté de LFJ, alors que pour moi, perso, LFJ, ce sont... Oui, la plupart sont athlétiques, la plupart sont... Ils ont peut-être un truc spécial, mais j'ai du mal à m'accrocher. Clairement, j'ai tellement du mal à m'accrocher. Je sais que ça fait une phrase totalement typique d'un mec vieux complètement aigri, mais quand je le dis que je ne m'y accroche pas au début, peut-être que plus tard je m'y accrocherai. En tout cas, si les personnes sont intéressantes, tout simplement. Donc voilà, maintenant, match numéro 4, et c'est un match sans aucune disqualification. Donc tout est permis tout simplement entre les deux jeunes femmes que sont Indy Hartwell contre Dani Luna. Et bah, faut dire, j'ai pas été emballé par l'histoire derrière. Faut dire, j'en avais pas grand chose à faire, si ce n'est que oui, les deux, ils sont en rivalité. Et ça s'est parti tellement trop vite que ça va se battre n'importe où, n'importe comment, à utiliser des objets, des kendo, des poubelles, des chaises, bref, le truc totalement classique que on a trop l'habitude de voir parce que quand on voit les matchs une centaine de fois auquel ça part en pornawak total, eh ben on peut se dire ben on est tellement blasé que ça nous surprend même pas. Bah oui, bah oui, je vous le dis tout simplement, on est biaisé, on est biaisé, on est blasé, on n'est pas surpris tout simplement. Parce que pour moi, c'est pas un truc totalement nouveau. Et que du coup, on se dit, ah bah ils font ça, bah ok, super, cool, cool pour eux quoi. Mais voilà, j'irai pas plus loin, tout simplement. Tout ce que je sais, on a eu ben, des lançages de poudre et de tout team de prise. Et pourtant, ce ne sera pas Dani Nuna qui va avoir le dernier mot sur Indy Hartwell, vu comment c'est Indy Hartwell qui a le dernier mot sur Dani Luna. Tout simplement. J'espère que je ne m'étais pas trompé, sinon je pourrais le répéter. Donc Dani Luna n'a pas eu le dernier mot, mais c'est Indy Hartwell qui a eu le dernier mot sur elle. Donc c'est elle qui bat Dani Luna. Et est-ce qu'il y a une suite? Une chance pour le titre? Ou alors il se passera pas du tout? Parce qu'en ce moment, c'est vrai que la TNA est en train de se WWE-riser de maintenant, quitte à dire utiliser ben, les segments auxquels ben, on s'ennuie plus facilement, qu'on s'emmerde, ou encore des trucs totalement prévisibles et auxquels on se dit que c'est complètement à chier ce genre de décision. Bref, je sais pas, j'ai tellement du mal actuellement, hein, je vais pas vous mentir. Et puis, ben, match numéro 5. Et c'est un match de 3 par équipe pour le titre féminin par équipe des knockouts de la TNA. Avec tout simplement ben, la première équipe, Inspiration, anciennement Iconics. Cassidy, Peyton Royce. Jessica McKay ou Jessie McKay pour Billy Kay, tout simplement. Qu'ils affrontent The Angel Warriors, Lei Ying Lee et Xia Brookside contre, en temps réel normalement, Tessa Blanchard et Victoria Crawford, slash Alicia Fox. Mais vu comment cette dernière, Tessa Blanchard, ne voulait pas catcher et a décidé de se faire remplacer par une nouvelle lutteuse dont je ne connais pas et auquel je m'en contrefiche tout simplement. Je m'étais dit encore une autre qui va sûrement faire ses débuts. Et il s'agit tout simplement de Miller Moore. Et auquel je m'étais dit... voilà, tout simplement. Je n'avais pas grand-chose à dire. Je vais pas vous mentir. Ah, qu'est-ce que vous voulez que je dise? C'est des matchs par équipe de 3. Tout simplement. Je sais pas vous en dire un peu plus. Et auquel, qu'est-ce que vous voulez que j'en ai tellement à faire? Si ce n'est que, oui, la plupart des catcheuses sont pas mal. Il y a des enchaînements de prises, je les vois. T'en as quelques-uns, c'est pas forcément du top top. Mais t'en as, ça sort du lourd.
Et pourtant, ceux qui vont sortir du lourd et qui vont réussir à en venir à bout des adversaires et conserver les titres, c'est tout simplement les inspirations qui conservent les titres et qu'elles sont toujours championnes. Et voilà, tout simplement. Je pourrais pas vous en dire un peu plus, si ce n'est que voilà tout. Donc voilà tout simplement. Et maintenant, on est déjà au match combien? Attendez quelques secondes. Match numéro 6 avec tout simplement match par équipe de 6 avec l'équipe de The Order 4 ou 4 ordres. Donc équipe composée de Mustafa Ali avec John Skyler et Jason Hodge et qui se font appeler The Great Ends. En tout cas les deux, hein. John Skyler et Jason Hodge, du fait que je ne m'y trompe pas, contre l'équipe des Hardy Boys, Jeff Hardy, Matt Hardy, et pour terminer, Cedric Alexander, qui rejoint tout simplement l'équipe, même si c'est pas l'équipe officielle. Mais pour l'équipe Order 4, ils sont toujours accompagnés par Tasha Steelz et de l'agent Zero. Et tout ce que je peux dire, il y a eu du pur classique des Hardy. C'est pas très surprenant. On a eu du côté typique avec l'histoire racontée entre Mustafa Ali et Cedric Alexander pour le côté Hackfly. On peut dire un genre de petit spot fest qui raconte bien, même si je trouve que à l'heure actuelle, je trouve que Cedric Alexander a régressé euh, physiquement, à mon avis. Il me semble qu'il est de plus en plus moins agile qu'à la bonne vieille époque de 205 Live et et que ça se laisse ressentir durant le match. Bon, après, c'est un peu pareil pour les Hardy, hein. Tu sens que les gars, ils sont. On sait qu'ils sont vieux. C'est pas question d'être méchant pour dire qu'ils sont vieux et dépassés. Mais tu sens que les deux sont complètement cassés par rapport aux jeunes. Mais ils tiennent quand même le rythme, hein. Un peu comme Halloween Havoc auquel ils avaient affronté The Dark State. Malgré qu'ils sont vieux, presque finis, ils prouvent encore qu'ils existent encore. Pourtant, dans le match, on a eu des enchaînements de prises. Notamment, Alexander avait enchaîné sa Lombard check, son finish auquel il a effectué sur, je crois, sur John ou Jason. Peut-être pas sur Mustafa. Mais pourtant, il y a intervention. Il y a un ref bump aussi. Donc, c'est sûr, il y a un ref bump. Impossible de clarifier la victoire. Et pourtant, ça prenne des libertés avec les Hardy Boys qui utilisent des chaises sur John Skyler et Jason Hodge. Donc ça se bat à coups de chaise. Puis ça va se laisser entre Alexander et Ali qui vont se donner à la lutte. Mais Ali, en étant un opportuniste, pardonnez-moi, j'ai un petit peu le hoquet. En étant un opportuniste, il donne un coup dans les bijoux de famille. Il va faire un petit paquet. L'arbitre qui se réveille et qui fait le compte de 3. Et du coup, c'est victoire de l'équipe 4. Donc Mustafa Ali, John Skyler, Jason Hodge. Pourtant, on a eu aussi l'intervention de Tasha Steelz qui va se manger également un Twist of Fate. Et même l'agent Zero qui va se faire manger des coups de chaise. Mais bon. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que j'en dise de plus? Si ce n'est que j'en ai assez dit sur ce match-là. Et maintenant, match numéro 7, pardonnez-moi, avec match tout simplement de par équipe de 8, où il n'y a pas de titre en jeu. De toute façon, que ce soit l'équipe auquel je vous ai cité, dans le match numéro 6, il n'y a pas de toute façon de titre déjà en jeu de toute manière. Rien ni l'autre, quoi. Si ce n'est que c'est une guerre entre deux clans qui s'affrontent. Et le clan en question, il s'agit de MSK Rascals, équipe composée de Trey Miguel, Myron Reed, Zachary Wentz et apparemment de ce que vous connaissiez bien sûr, celui qui a été à la NXT. Eh bien, il se fait tout simplement appeler Desmond Xavier, qu'on connaît bien sûr sous le nom de Wesley. Donc apparemment il vient de se réconcilier avec Trey Miguel, Zachary Wentz, anciennement Nash Carter. Et là j'étais en mode
What? Attends. Si je comprends bien, l'année passée, vous étiez en rivalité, vous vous détestiez, et maintenant, tu reviens à la TNA pour faire équipe avec eux, et t'es amis. Ça n'a pas de sens. Ça n'a clairement pas de sens pour moi. Donc voilà auquel je voulais vous citer. Et ils affrontent The System, équipe composée de tout simplement Moose, Eddie Edwards, Brian Myers et The Dirty Dango ou JDC, Johnny Dango Curtis. Toujours accompagné par Alicia Edwards. Et il y a eu des successions de spots. Hein. Quand c'est les Rascals, c'est succession de spots. Quand c'est The System, c'est de la roublardise. Donc c'est sûr, il y a entre guillemets une histoire racontée dessus, même s'il n'y a pas de build-up. De toute façon, il n'y en a aucune malheureusement. Je tenais à vous le préciser. Et du coup, ça s'envoie des multiples spots et des gros coups puissants, de la roublardise, empêcher d'aller dans le coin pour faire le changement avec ses adversaires. Et après, dans le climax du show, dans le match également, ce seront les Rascals qui vont prendre l'avantage. Ils vont même allumer à 4 contre 1 sur Moose. Donc ils vont l'allumer, ils vont allumer bien sûr Brian Myers, JDC, Eddie Edwards. Et celui qui va être sacrifié, je crois que c'est l'un d'entre eux, à mon avis. À mon avis, peut-être que c'est JDC et c'est Desmond Xavier, donc Wesley, qui va effectuer sa genre de prise aérienne dans la troisième corde, un genre de tire-bouchon splash, ou un genre de Swanton Bomb en tire-bouchon, je ne sais plus comment ça s'appelle. Un corkscrew Swanton Bomb. Ah, faut dire les noms, c'est pas évident, hein, les noms, c'est pas tellement évident, mais c'est victoire de The Rascals qui célèbrent leur victoire, et pourtant, à la fin, The System, ils vont aussi célébrer avec eux, en guise de reconnaissance, comme quoi on a perdu, on est content pour vous, et voilà comment ça se termine pour eux. Et d'ailleurs, je me dis, c'est sûr que The System, ils sont, entre guillemets, dans la début de déchéance. Dommage pour eux. Plus que 2 matchs après, c'est terminé. Match numéro 8 pour le titre championnat de la X-Division masculin de la TNA entre Leon Slater contre Rich Swann. Pareil, ce match-là, il n'y a pas une histoire grandiose à raconter, si ce n'est qu'on a deux gars qui savent voltiger. Et qui dit gars voltige, eh ben, on n'en voit que des successions de Spotfest. Et auquel, d'ailleurs, c'était pas mauvais, c'était pas non plus la folie pure. C'est juste que dans le public, ça s'excite pour un rien. Un peu comme moi quand je vais dans un show belge de n'importe quelle structure, je m'excite pour un rien parce que je fais vivre le truc, parce que c'est un peu mon but. Si j'aurais été aux États-Unis, peut-être que j'aurais peut-être fait vivre le truc, mais quand il y a quelque chose qui me font pas vivre du bon moment, je le fais savoir, surtout. Donc dans le match, bien sûr, il y a eu des tas de prises. C'est pas tellement surprenant, c'est pas non plus nouveau. Tariq Swan qui a voulu faire son injection létale à la J létale, ça ne passe pas. Donc il y a un earful de dégagement de kick-out, on peut dire ça comme ça. Puis à un moment donné dans le climax, Leon Slater va faire un Styles Clash sur Rich Swann et qui va effectuer sa Swanton Bomb 450 Splash, ou plutôt Swanton Bomb Faux Fitter Splash, quoi, pour la victoire. Donc il remporte le match, il conserve le titre. À la fin, il fait aussi une célébration avec Rich Swann. Et puis, il va nous faire une petite annonce comme quoi que ce qui vient de se passer en off dans la vraie vie est un petit peu triste pour Leon Slater, vu comment on apprend qu'il a perdu sa grand-mère qui est malheureusement décédée. Et du coup, certes, d'un autre côté, il est content d'avoir gagné le match, mais triste de sa disparition. Et du coup, il a dédié ce match pour sa mamie. Comme quoi, c'est mignon. C'est touchant, je vais pas vous dire le contraire. Quand on a un proche de sa famille qui vient de nous quitter,
on peut pas s'empêcher de nous sortir un bon match, de dédier le match à la personne qui n'est plus de ce monde. Donc, pour moi, c'est le geste qui compte. Et voilà, je vais pas dire du mal de Leon Slater, malgré que certains ont un petit peu du mal avec tout ce qui est Voltige et Spotfest. Mais sinon, ouais, ça peut encore aller avec Leon Slater, même si faut pas trop faire du style Young Bucks, du style Jey Uso, du style n'importe qui peut le faire, en sachant qu'il faut être un minimum spécial pour le faire autrement. Mais voilà quoi. Ah oui, je vous ai aussi rushé, aussi skippé les passages auxquels il y a les passages dans les bureaux de Santino Marella et quand il y avait également Ava Raine. Oui, c'est Ava Raine. Quand Santino lui pose des questions de si c'est pas Frankie Kazarian qui a orchestré l'attaque sur Mike Santana, qui sait? Eh ben, il pose la question à Ava. Ava, tellement qu'elle dit qu'elle va faire arranger les choses et qu'elle fait genre qu'elle sait ce qu'elle fait, alors qu'on sait très bien qu'elle n'a aucune idée de ce qu'elle peut putain de faire. Parce que il faut dire, cette meuf en tant que général manageuse, elle sert à rien. Elle sert à rien pour moi. Elle a beau être la fille de The Rock, pour moi, elle sert strictement à rien. La meuf qu'elle se vante, si je suis là, c'est parce que j'ai du talent. Oui, si t'as du talent, montre-nous tes talents. Vas-y, montre-le nous. Encore, encore une bonne parleuse qui n'a aucune idée de ce qu'il fait, de ce qu'elle dit. Donc oui, il y a de quoi aussi d'être excédé du travail d'Ava Rain, même si on sait que c'est Shawn Michaels et Triple H qui la bookent de cette manière-là, en tant que général manageuse incompétente, qu'elle ne sait même pas gérer les relations en coulisses. Si elle serait promotrice, c'est sûr, la structure peut couler. Donc voilà tout. Je, pour moi, je me dis, rétrogradez-moi cette meuf qui ne sert strictement à rien. Donnez-nous une ou un qui sait gérer une structure, qui sait gérer tout simplement le roster complet, quoi. Et, euh, et voilà, quoi. Parce que même, même une Vicky Guerrero savait mieux gérer que ça, même si elle laissait faire les personnes. Mais au moins, elle savait gérer un roster complet. Ou encore, du côté de l'AECW, du côté de WWE, même Tiffany seulement, et je dis bien Tiffany, je parle pas de Tiffany Stratton, je parle de Tiffany, savait quand même mieux un petit peu gérer la ECW, même si c'était pas non plus top top. Donc voilà, il y a de quoi pousser un coup de gueule. Donc oui, il y a de quoi pour moi que je pousse un coup de gueule. Et que pour moi, quand j'entends Avarine qui dit «Ah, vous en faites pas, je sais ce que je fais», j'ai presque envie de mettre une image de elle en disant «J'en ai vraiment aucune idée de ce que je fais». Non mais il y a de quoi, ça m'énerve, hein, ça m'énerve tout ça, vraiment ça m'énerve. Et maintenant on passe au main event, et le main event c'est un match par équipe de 2 contre 2, ou match à 4 comme on peut l'appeler. Alors, Steve McClane qui arrive tout seul, qui affronte tout seul tout simplement Frankie Kazarian et Nick Nemeth, qui sont les deux co-détenteurs de la coupe. Mais vu comment Frankie n'est plus co-détenteur, il ne reste plus que Nick Nemeth à encaisser sa chance. Donc oui, pourquoi Steve McClane affronte ces deux-là? Bah, tout simplement parce que apparemment Mike Santana arrive un petit peu en retard, qui était prévu dans le show. Mais à mon avis, qu'il arrive en retard, à mon avis, c'était normalement prévu, vu comment la surprise pour croire qu'il n'allait pas venir. Et bien pourtant, il arrive à gérer malgré la fatigue contre Kazarian et Nick Nemeth. Et pourtant, il y a aussi Ryan Nemeth qui est capable à tout moment d'intervenir. Et pourtant, ce trou du cul de Ryan Nemeth, il se fait attirer les foudres par la plupart des personnes en coulisses, notamment l'une qui se faisait appeler Jakara Jackson à à la WWE, NXT, qui a une autre identité, mais sauf que voilà, j'ai oublié son nom. Je m'en excuse. Ah, faut dire les noms, c'est pas non plus facile à retenir, hein, mais je me rappelle de Jakara Jackson, quoi. Et qui se fait gifler et qui tombe comme une merde. Voilà tout.
Puis un coup qu'on a tous cru que le champion international allait se faire battre par le champion du monde et le détenteur de la coupe, eh bien on a un 4-4. Et c'est tout simplement Mike Santana qui arrive dans l'arène, qu'il enfile vite fait ses bandages jetables pour mieux les mettre au poignet, et qu'il arrive au niveau de la foule. Et un coup qu'il arrive au niveau de la foule, il se précipite dans le ring en faisant chauffer la foule. Et par la suite, faire le changement avec Steve McLean. Donc, comme dirait Edouard Carpentier, il est frais et dispo. Il arrive, il attaque, il enchaîne des prises, il met la vie dure à Kazarian et à Nemeth. Donc, il enchaîne, ça s'arrête pas. Malgré qu'il est un petit peu blessé au niveau du coude, pourtant je trouve qu'il aurait dû un peu vendre mieux la blessure qu'il a au niveau du coude. Donc il enchaîne. Et dans le climax, si j'ai bien compris et si j'ai bien vu, ce sera Steve McLean et Max Santana qui vont battre Frankie Kazarian et Nick Nemeth. Je crois que c'est avec un pile driver. Je pense pas que ce serait qu'un tornado clothesline. Et en plus, en faisant le tomber sur le champion. Oui, sur le champion, parce que Nick Nemeth est à l'extérieur du ring. Donc, vous avez compris, c'est victoire des deux catcheurs, Mike Santana et Steve McLean. Et un coup que Nick Nemeth ait repris ses esprits, eh ben, il voit Frankie au sol, et du coup, il s'est dit, la coupe, je vais utiliser ma coupe. L'arbitre, officialise le match, je vais utiliser ma coupe contre lui. Et t'as une intervention de Brooke Jackson, de Lexis King, Charlie Dempsey, Channing Stack Lorenzo, euh, euh, Tyrus Igwe, Tyson Dupont, bref, les mecs, les jobbers de NXT, comme moi j'aimerais bien les appeler, qui agressent tous les catcheurs, et même Frankie Kazarian, qui se fait aussi agresser, mais je ne sais pas si c'était prévu qu'il se fasse agresser par les mecs de NXT, vu comment on le suspecte d'avoir un lien avec les catcheurs de NXT. Donc ils agressent tout le monde. Ouh là là, c'est choquant. Et puis t'as Santino qui va vers Stax Lorenzo en disant qu'est-ce que tu fous, pourquoi tu fais ça, Euh, tu sais que tu sors avec ma fille, je veux pas que ma fille sorte avec un sale voyou comme dans ton genre. Il se fait aussi agresser. Donc voilà, ça part en bordel total. Même les Hardys qui arrivent aussi se font également tabasser. Et du coup, je m'étais dit, what the fuck? Pourquoi est-ce que les jobbers de NXT attaquent les catcheurs établis de la TNA? Ça n'a pas de sens. C'est comme si... Ça me rappelle tout simplement l'angle de l'invasion avec la WCW, ECW contre le WWF, / WWE, auquel ils avaient fait venir entre guillemets, les mid-carders de WCW et de ECW contre la WWE. Et du coup, ça n'avait pas de sens. Et c'est comme ça comment l'angle de l'invasion était catastrophique. Et là, c'est comme si ils ont pris le même recycle pour nous faire rappeler à quel point l'angle de l'invasion était déjà pourri en 2001. Eh bien, en 2025, ça l'est tout autant. S'ils auraient préféré de mettre des catcheurs mieux établis de NXT, là, j'aurais dit, là, ok. Là, il se passe quelque chose. Mais là, ce sont des mecs qui n'ont même pas gagné un titre nord-américain. Enfin, oui, je crois que ce sont des mecs qui n'ont jamais gagné de titre nord-américain, encore moins les titres par équipe, et encore moins les titres mondial de NXT. Donc pour moi, tout ça n'avait aucun sens, et que j'avais clairement détesté ce moment. Et voilà comment ce show se termine, et auquel je me dis que c'était à chier ce genre de fin, et auquel j'étais pas terriblement fan. Et voilà, tout simplement, je vais passer à la conclusion de cette vidéo. Merci beaucoup. Voilà,
c'est tout pour cette vidéo de review. C'était DVD Pro Catch slash Mister Review. J'espère que vous avez très bien aimé cette vidéo. Et si cette vidéo vous a vraiment bien plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi, comme d'habitude, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde. Salut tout le monde.